Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire de France Asso Santé PACA en direct de l'espace éthique PACA Corse. En ce 18 avril, journée européenne de nos droits en santé, nous souhaitions mettre à l'honneur les directives anticipées et la personne de confiance. Certes, en raison de l'actualité de l'évolution de la loi sur la fin de vie, mais surtout pour faire connaître cet outil qui est à notre disposition. La semaine dernière, la stratégie décennale des soins d'accompagnement destinée à renforcer l'accès aux soins palliatifs en France a été présentée en Conseil des ministres et également la présentation du projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. Ces deux textes ont un même but, qui est bâtir un modèle français de la fin de vie. Pour autant, nos échanges aujourd'hui ne vont pas porter sur les évolutions de la loi, puisqu'elle est encore en cours et on restera donc sur ce que dit la loi aujourd'hui. Et c'est réellement au-delà des prises de position qui sont partisanes, associatives et personnelles, qu'ensemble nous avons construit ce webinaire avec les 4 intervenants ici présents, que je présente. Donc sur ma gauche, Nathalie Gorin de l'Association des Petits Frères des Pauvres, accompagnée de Kiss Lund de l'Association Droit à mourir dans la dignité des Bouches-du-Rhône. Et sur ma droite, le docteur Perrine Malzac de l'espace éthique PACA Corse, accompagné à ses côtés de Laurent De Cropp de l'association Jusqu'à la mort, accompagner la vie, Jeanne Malve, Grand Avignon. Pour ma part, je me présente, je suis Sylvia Lenoir, coordinatrice régionale de France Asso Santé PACA. J'animerai aujourd'hui des échanges sur la table ronde et ces échanges porteront sur 3 situations d'usagers qui vous seront présentées par 3 diapos différentes et auxquelles je poserai les questions au fur et à mesure à chaque intervenant. Au fur et à mesure du déroulé de ces situations. Sur l'aspect technique, quelques diapos. Sur la connexion, pour que ça soit vraiment optimal pour vous, de préférence, utilisez Google Chrome avec un câble Ethernet, sinon vous risquez d'avoir peut-être des petites difficultés techniques. Pour les questions, tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions. Ces questions sont à poser par écrit dans le chat en cliquant en bas à droite de votre écran sur l'onglet questions, tout simplement. À la fin de chaque situation, nous aurons la possibilité temporaire d'en sélectionner 2 pour les poser à nos intervenants. Toutes les autres questions, on va s'efforcer d'y répondre, mais ultérieurement par mail pour que vous ayez aussi des éléments complémentaires. Ce webinaire est enregistré, il sera disponible en replay, il vous sera envoyé de manière automatique à l'issue de ce webinaire. Et il sera en plus accessible sur notre site internet, donc France Asso Santé PACA, avec des documents et outils utiles dont on va parler à l'issue de ce webinaire. Pour introduire ce webinaire, je passe la parole au docteur Perrine Malzac qui va aborder des points essentiels sur la base éthique et morale, sur les directives anticipées et personnes de confiance. Oui, bonjour. Alors, l'idée, c'était de peut-être à faire un petit rappel rapide de ce que c'est l'éthique, parce que directives anticipées, personnes de confiance, ce sont des outils qui ont été mis en place par la loi française à un moment donné pour aider à sortir de dilemmes éthiques que peuvent rencontrer les professionnels de santé, les patients, leurs familles, en période de fin de vie. Que faire, comment décider par rapport à la fin de vie des personnes. Et donc, peut-être rapidement, essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est un dilemme éthique. Alors, en fait, on distingue la morale et l'éthique, bien que initialement, ce sont 2 termes, enfin des termes qui correspondent à peu près à la même idée. Mais petit à petit, au fil du temps, on a distingué en France et en français ces 2 termes pour la morale désignant en fait les règles impératives et contraignantes, donc sous forme d'interdiction ou d'obligation, je dois pas, il faut, il ne faut pas, qui s'imposent à tous pour éviter le bien, éviter le mal, faire le bien, et de façon aussi à se conformer aux mœurs et usages d'une société donnée. Et ces règles, elles vont être connues de tous et elles doivent s'appliquer, elles sont d'une certaine façon intangibles. Et bien sûr, ces règles, dans certaines circonstances,
elles vont ne pas être compatibles toujours l'une avec l'autre, et c'est là que surgit la place de l'éthique, puisque l'éthique, qui est tirée du mot grec ethos, qui signifie manière de vivre, qui est une démarche philosophique, elle va chercher à s'intéresser aux conduites des individus en société, comment ça se passe pour de vrai sur le terrain, en situation, et elle va chercher la justification rationnelle de tous les jugements moraux qu'on a intégrés, auxquels on est soumis, de par notre culture et nos lois, et elle va étudier ce qui est moralement bien ou mal, juste ou injuste. Donc, d'une certaine façon, la morale, elle s'impose de façon intangible. Hein, tu ne tueras point, par exemple. C'est une morale religieuse, mais que toutes les religions reconnaissent. Et d'un autre côté, tu ne dois pas faire souffrir l'autre de façon inappropriée. C'est une deuxième règle morale. Et on voit bien qu'en fin de vie, ces deux règles peuvent être en contradiction. Pour ne pas tuer quelqu'un, le maintenir en vie, on risque de le faire souffrir. Et si on ne veut plus le faire souffrir, peut-être qu'on va précipiter sa mort. Et c'est un dilemme éthique. Et donc, les questions éthiques, elles vont se poser de manière un peu différente, puisqu'elles se posent par rapport à des situations concrètes, et elles vont être en lien aussi avec les avancées de la science et aussi les évolutions sociales, les évolutions des mœurs. Alors, la diapositive suivante, pour aider à débrouiller un petit peu ces dilemmes éthiques, on s'appuie souvent sur 4 grands principes de l'éthique biomédicale qui ont été décrits par Childress et Beauchamp, ces 2 auteurs américains, et qui sont 4 piliers pour aider à la réflexion. On va se référer à ces principes qui sont le principe de respect de l'autonomie de la personne d'une part, c'est-à-dire ce principe de respect d'autonomie de la personne, il nous enjoint à reconnaître à la personne toutes ses facultés, d'avoir ses propres opinions, de faire ses propres choix, d'agir par elle-même en fonction de ses propres valeurs et croyances. Et dans le soin, de reconnaître donc le patient comme celui qui doit exercer cette autonomie. Mais on ne peut pas se contenter de ce principe-là parce que, bien sûr, il y en a d'autres qui vont venir se mettre en tension avec lui, comme le principe de bienfaisance, qui nous enjoint à agir pour le bien et l'intérêt de la personne. Mais là, il est important de préciser qu'il s'agit d'un bien ou d'un intérêt que la personne elle-même reconnaisse pour elle-même, en tant que telle. Il ne s'agit pas qu'un soignant dise ça c'est bien pour toi ou ça c'est pas bien pour toi. C'est la personne elle-même qui a pu s'exprimer préalablement et peut-être dire ce qu'elle estime être bon pour elle à ce moment-là. Le troisième principe, c'est le principe de non-malfaisance. C'est un principe qui tente à essayer d'épargner à toute personne des préjudices ou des souffrances qui ne feraient pas sens pour elle. On imagine bien qu'on puisse, en post-opératoire par exemple, avoir mal, un peu mal, pas trop mal, souffrir énormément, ça serait insupportable. Donc, il faut soulager cette souffrance, mais on sait très bien aussi que c'est pour un bien aller mieux après. Et par contre, souffrir sans amélioration derrière, ça peut n'avoir aucun sens. Et enfin, le quatrième principe, c'est le principe de justice qu'on entend souvent, plutôt du côté de la justice distributive, mais pas seulement, qui enjoint à avoir une égale considération pour toutes les personnes, c'est-à-dire à la fois pas de discrimination, pas de différence entre riches et pauvres, jeunes et vieux, hommes et femmes, valides et handicapés, tout le monde doit être pris et considéré en tant que personne, avec sa dignité égale entre tous, quel que soit son statut. Mais aussi, ça nous enjoint à veiller à une juste répartition des biens de santé, et notamment en période de pénurie, quand il n'y a pas suffisamment pour tous, il va falloir réfléchir aussi comment on répartit au mieux ce dont on dispose pour chacun. Voilà le troisième point pour comprendre ce que c'est qu'un dilemme éthique. J'ai pris cet exemple, la question de l'obstination déraisonnable. Alors c'est un article du Code de la santé publique, mais je pense que ce point-là s'applique finalement à l'ensemble des soignants, qui nous dit qu'en toutes circonstances, donc un médecin, un soignant doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état, de l'assister moralement, et il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable, et donc il peut donc renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés,
ou qui n'ont d'autre effet que le maintien artificiel de la vie. Donc ça, la loi dit, bon ben, faut soulager la souffrance, on doit assister moralement, on doit éviter toute obstination déraisonnable. Mais la loi ne nous dit pas où commence une obstination déraisonnable. En réalité, les soignants, ils s'obstinent pour maintenir quelqu'un en bonne santé. Mais à un moment donné, cette obstination, qui était raisonnable jusque-là, peut devenir déraisonnable. À quel moment elle le devient? Ça, c'est l'objet d'une réflexion éthique. Et elle va mettre en balance deux principes auxquels on tient, le respect de la vie, respecter la vie d'une personne, lui permettre de vivre au mieux le plus longtemps possible, mais aussi la prise en compte de sa qualité de vie. Et parfois, maintenir quelqu'un en vie risque de porter atteinte à sa qualité de vie, mais d'un autre côté, la qualité de vie, c'est aussi un concept très personnel, très individuel, et dont on ne peut pas juger aussi simplement qu'être en vie ou ne pas être en vie. Donc on voit que là, toute une réflexion peut se faire pour déterminer, pour sortir de ce dilemme éthique en utilisant les principes précédents que je vous ai donnés. Et donc du coup, on voit que par rapport à la question de la fin de vie, le législateur a voulu, donc dans la loi Leonetti d'abord en 2005, puis repris par la loi Claes-Leonetti en 2016, permettre à ce que les personnes qui vont être affaiblies en fin de vie ou qui pourraient ne plus être en capacité de s'exprimer en fin de vie puissent quand même être présentes, exercer leur autonomie à travers des dispositifs complémentaires, que sont la personne de confiance, d'une part, et les directives anticipées, d'autre part. Alors, la personne de confiance, c'est toute personne majeure, c'est une personne qui peut être désignée par toute personne majeure. Ça peut être un parent, ça peut être un proche, ça peut être le médecin traitant, ça peut être qui elle veut, et qui sera consultée au cas où la personne qui l'a désignée serait hors d'état d'exprimer sa volonté ou de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Donc, c'est une personne qui va pouvoir représenter celle qui l'a désignée, la personne majeure qui l'a désignée, au cas où elle ne serait plus en capacité de s'exprimer. Elle est donc son porte-parole, le porte-parole de sa volonté. Mais la loi lui donne aussi un rôle d'accompagnement, c'est-à-dire qu'elle peut aussi accompagner la personne qui l'a désignée, si elle le souhaite, si cette personne le souhaite, elle peut l'accompagner dans ses démarches, elle peut assister aux entretiens médicaux, elle peut l'aider dans ses décisions. Donc, elle a deux rôles, un rôle d'aide et de soutien, et aussi ce rôle principal sur lequel on va plus insister, je pense, de porte-parole de la volonté d'une personne qui n'est plus capable de s'exprimer. Et la désignation d'une personne de confiance va se faire par écrit. Elle doit être co-signée par la personne de confiance. C'est important. On voit que son rôle est très important. Donc, il faut qu'elle soit au courant de ce rôle et qu'elle puisse accepter de le jouer. Et cette désignation est révisable et révocable à tout moment. Pour ce qui concerne les directives anticipées, alors les directives anticipées peuvent être rédigées là encore par toute personne majeure, quel que soit son âge. La seule condition, c'est qu'elle soit majeure, avec des mesures un peu particulières pour les majeurs sous tutelle, mais là, on va parler des majeurs, des personnes majeures qui ne sont pas sous protection. Donc, elles peuvent rédiger leurs directives anticipées pour le cas où elles seraient un jour hors d'état d'exprimer leur volonté. Ces directives anticipées, elles expriment donc la volonté de la personne, elles sont relatives à sa fin de vie et elles décrivent les conditions dans lesquelles la personne souhaiterait que soient poursuivis, limités, arrêtés ou refusés des traitements ou des actes médicaux. Donc ça, c'est le texte de la loi qui dit ça et qui a un petit peu évolué entre sa première version en 2005 et sa deuxième version en 2016, notamment en passant de la référence de souhait. Donc initialement, on parlait que la personne majeure rédigeait ses souhaits. Maintenant, on dit que c'est sa volonté. Donc c'est plus fort. On voit que volonté est plus fort que souhait. Et donc, que ces directives anticipées aujourd'hui, elles ont une valeur plus importante. Elles s'imposent plus. Elles renforcent encore plus cette idée d'autonomie de la personne. Et puis, ça s'est aussi élargi dans le champ d'application, non seulement au traitement qu'on pourrait accepter, refuser, limiter, mais aussi à des actes médicaux. Je ne sais pas, certains scanners qu'on peut refuser, d'autres actes médicaux qu'on peut dire, je ne le souhaite pas. Je crois que
J'ai fini mon introduction. Oui. Merci, Dr Malzac, pour cette introduction, parce que ça permet de poser les bases et les définitions qui seront bien sûr transmises sur l'outil à disposition, enfin le diaporama qui sera à disposition sur notre site internet. Nous allons aborder la première situation maintenant. Donc la première situation usagée qui s'affiche, je porte sur une étudiante de 25 ans qui souhaite écrire ces directives anticipées. Alors pourquoi elle souhaite les écrire? D'après elle, on peut les écrire à tout âge. La mort fait partie de la vie et elle veut surtout garder son libre arbitre. La première question que je souhaite poser, c'est à Kees Lund. D'après vous, pourquoi on souhaite rédiger ces directives anticipées à 25 ans lorsqu'on est aussi jeune? Je vais commencer à dire pour mémoire, les directives anticipées sont destinées à communiquer vos souhaits de nature médicale dans le cas où vous ne pourriez pas les communiquer vous-même. L'incapacité de s'exprimer peut arriver à la suite d'un accident grave ou à une maladie grave, ou simplement parce que vous êtes naturellement en fin de vie. L'intérêt de les rédiger, encore jeune et en bonne santé, c'est que personne n'est à l'abri d'un accident grave qui peut arriver sur la route ou en faisant du sport ou même à la maison. Prenons le cas de l'infirmier Vincent Lambert. À la suite d'un accident, il s'est retrouvé dans le coma à l'âge de 32 ans. Les médecins étaient d'accord, il était dans un état végétatif, sans conscience ni de lui-même, ni des autres, et sans espoir de guérison. Les médecins estimaient qu'il était donc inutile de continuer à l'alimenter et à l'hydrater artificiellement. Le garder en vie dans ces conditions, c'était pour eux de l'acharnement thérapeutique, qu'on appelle maintenant obstination déraisonnable. La femme de Vincent Lambert disait qu'il, lui, aurait souhaité mourir dans de telles circonstances. Mais ses parents s'y sont opposés fortement. Ses parents voulaient le garder en vie. Vincent Lambert a été maintenu 10 ans en vie artificiellement et il a fallu 6 ans de procédure judiciaire avant l'ordonnance finale d'arrêt thérapeutique. Si Vincent Lambert avait rédigé ces directives anticipées, cette tragédie aurait été évitée. Cet exemple montre que vos directives anticipées sont également utiles à vos proches et au corps médical. Et surtout qu'elles peuvent éviter d'éventuels conflits familiaux. Les écrire, ce n'est pas uniquement pour votre tranquillité d'esprit, mais aussi pour celle des autres. Merci, Chris. Docteur Malzac, en fait, ces directives anticipées, elles sont destinées à qui? Comment elles peuvent être utilisées et comment on les rend accessibles? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces trois questions? Alors déjà, les directives anticipées, elles vont être destinées à une équipe soignante de façon à lui permettre de connaître les volontés d'une personne concernant sa fin de vie, alors que cette personne n'est plus en mesure de s'exprimer. Donc la personne est dans un état critique, elle n'est plus en capacité de s'exprimer, et donc l'équipe soignante de ce fait va avoir cette information. Et il faut bien rappeler que tant qu'une personne est en mesure de s'exprimer, c'est son avis que l'on va rechercher à chaque instant. Le fait qu'elle ait rédigé ces directives anticipées pourra peut-être aider à aborder les questions. On sait qu'elle y a déjà réfléchi, ça sera peut-être plus facile. Ça va aider aussi à répondre à certaines questions des soignants concernant la façon dont elle souhaite être prise en charge, mais bien sûr, tant qu'elle est capable de s'exprimer, les soignants vont discuter avec elle et ne vont pas juste lire ces directives anticipées. Mais quand elle n'est plus en mesure de s'exprimer, la présence de directives anticipées peut aider. Elle peut aider à prendre des décisions de continuer ou d'arrêter des traitements, notamment en situation d'obstination déraisonnable. Il faut juste savoir que, quand même, ces directives anticipées ne vont pas pouvoir s'appliquer dans certains cas qui sont les cas d'urgence vitale ou lorsqu'elles paraissent inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Par exemple, quelqu'un de très jeune qui aurait un accident de la voie publique, qui se retrouve en réanimation et qui aurait écrit dans ses directives anticipées « je ne souhaite pas aller en réanimation », si on sait que la réanimation, ça va être
passage, certes pénible pour lui, mais qui lui permettra de s'en sortir derrière dans de bonnes conditions, ça n'est pas approprié, on ne va pas dire maintenant il avait écrit pas de réanimation, enfin pas de séjour en réanimation, on ne met pas. Donc on voit qu'il y a quand même un jugement vraiment d'adaptation de ces directives. Et puis, l'autre point, c'est que du coup, quand la question va se poser, de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit continuer les traitements, est-ce qu'il est temps peut-être de les limiter, voire de les arrêter. Les directives anticipées font partie des documents qu'on doit obligatoirement rechercher. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'elles ont été écrites? Où elles sont? On doit les consulter, donc l'équipe doit les consulter et doit les appliquer si elles ont été rédigées. Et si on les a retrouvées et si on a pu les consulter. Et ça, c'est donc pour toute décision de poursuite ou arrêt de traitement, ou pour toute poursuite ou arrêt d'investigation, lorsque ceux-ci peuvent sembler aller dans le sens d'une obstination déraisonnable, c'est-à-dire d'un maintien artificiel de la vie, ou alors s'il y a un risque, un soupçon de séquelles majeures, d'atteinte à la qualité de vie très importante. Et dans ce cas-là, ce n'est pas une personne toute seule qui va décider. Il y a l'obligation de mettre en place une procédure collégiale qui va être faite. Donc, c'est plusieurs personnes ensemble qui vont décider ce qu'il y a lieu de faire. Alors, juste quelques mots peut-être sur comment ça se passe, une procédure collégiale. Elle peut être engagée soit par le médecin qui est en charge du patient, à l'initiative donc du médecin en charge du patient, elle peut aussi être mise en place à la demande de la personne de confiance, dont on va parler par la suite, à défaut de la famille ou d'un des proches qui souhaiterait dire, bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, on ne va pas rester dans cet état intermédiaire, difficile, complexe. Voilà. Donc, dans ce cas-là, on réunit plusieurs membres de l'équipe de soins qui vont se concerter et qui vont aussi devoir se concerter avec un médecin appelé en qualité de consultant et qui ne fait pas partie de cette équipe, un médecin extérieur consultant. Et l'ensemble de ce groupe va devoir donner un avis motivé pour savoir s'ils estiment qu'on est en situation d'obstination déraisonnable et donc on va limiter les traitements, ou au contraire que l'obstination est raisonnable, reste raisonnable, qu'il faut continuer les soins et que l'on poursuit. Alors, à la suite de ça, la personne de confiance et la famille vont être informées de la décision qui a été prise. Pour la prise de décision, il y a une sorte de hiérarchie quand même pour essayer au maximum de respecter les souhaits du patient qui n'est plus en capacité de les exprimer, mais qui en a laissé des traces, notamment dans ces directives anticipées. Le premier point, c'est la recherche et la consultation des directives anticipées, et elles s'imposent. Ce qui a été écrit s'impose si c'est cohérent avec la situation. Ensuite, on doit aussi rechercher le témoignage de la personne de confiance, qui va être un élément pour le choix. Et enfin, en dernier point, l'avis de la famille et des proches. On voit donc que la directive anticipée s'impose, le témoignage de la personne de confiance va être entendu, écouté de façon plus forte encore que l'avis de la famille ou des proches. Donc il y a une hiérarchie sur tous ces éléments-là pour poser la décision finale qui sera portée par cette réunion collégiale, cette procédure collégiale. Donc enfin, pour finir sur cette question, voilà, c'est important, du coup, quand des directives anticipées, quand vous rédigez vos directives anticipées, il est important de les porter, qu'elles puissent être facilement accessibles pour les soignants, au moment où vous ne pourrez plus dire où elles sont. Donc ça veut dire qu'il faut penser au lieu où elles vont être mises. Le mieux, c'est de les mettre dans mon espace santé, parce que c'est un espace aujourd'hui, si vous en disposez, enfin tout le monde en dispose, mais si vous l'utilisez, c'est un espace qui est accessible à tous les soignants, et donc on peut aller le retrouver. On peut aussi les garder sur soi, et dire qu'on les a sur soi. On peut aussi les remettre à la personne de confiance, qui, elle, sera capable de les remettre. Et sinon, on peut éventuellement les mettre chez soi quelque part, mais en indiquant à un proche où on peut les trouver, de façon à ce que le moment venu, on sache où sont ces documents et qu'ils puissent être donc consultés et appliqués. Voilà. Merci pour tous ces éléments de réponse. La prochaine question est pour Nathalie Gourin de l'association des Trifères des pauvres. Dans cette situation, la personne est toute jeune, elle a 25 ans. Ses volontés peuvent vraiment changer tout au long de sa vie. Comment on met à jour en fait ces directives? Donc, comme on disait tout à l'heure, les directives anticipées peuvent être
modifiées, annulées, corrigées à tout moment de sa vie. À partir du moment où elles sont écrites, chacun peut à tout moment le faire des corrections, des ajustements, des précisions même en fonction de l'évolution de son état de santé et peut-être de son autonomie aussi. Par contre, comme le disait le docteur Balzac à l'instant, il est important d'en parler toutes les personnes qui ont ce document pour qu'effectivement elles peuvent elles aussi ajuster le document et remettre le document dans l'espace santé et le recommuniquer à toutes les personnes qui avaient été contactées au préalable. En parler aussi à la personne de confiance. Voilà, pour que tout le monde puisse prendre en compte ces modifications et que ce ne soit pas des informations caduques qui soient présentes. Merci. Du coup, peut-être en régie, il y a des questions, des remarques particulières qu'on peut prendre. Je laisse la parole. Alors oui, il y a eu effectivement quelques questions, donc notamment comment sensibiliser la population à la rédaction des directives anticipées et est-ce que les médecins généralistes doivent-ils en parler régulièrement aux patients? Et après, on aura une deuxième. D'accord. Qui souhaite répondre à cette question? Alors, moi, je veux bien répondre sur la deuxième partie, parce que la loi, enfin voilà, parce que ce qui est prévu, c'est que lors de toute hospitalisation, cette question des directives anticipées doit être abordée avec les patients hospitalisés, ce qui n'est pas toujours très simple, mais là, actuellement, à l'hôpital, on a par exemple la certification, et clairement, c'est un critère qui est recherché. C'est-à-dire que c'est une manière de sensibiliser les personnes à une occasion. Des fois, c'est une hospitalisation sans conséquence, sans gravité, mais c'est un moment où on peut en parler. Alors, c'est discutable parce que ça peut faire peur. Donc, c'est pourquoi la deuxième situation, c'est ce que vous disiez, c'est les généralistes. Je pense que les généralistes sont en première ligne pour en parler le moment venu, au moment qui leur semble opportun avec leurs patients, à plusieurs reprises, leur donner des documents ou leur dire où ils peuvent trouver des documents pour se renseigner. Voilà, je pense que le généraliste est probablement un bon interlocuteur parce qu'il va voir régulièrement les personnes. Pour les plus jeunes, c'est plus dans la société parce qu'ils ne voient pas forcément des médecins généralistes souvent. Donc, je pense qu'il faut qu'en parallèle de ça, il y ait aussi de l'information dans la société par différents canaux associatifs, France Asso Santé. Voilà. Tout à fait, oui. Pour la première partie de la question, c'était comment sensibiliser la population? Il y a toutes les associations sont présentes, aussi essayer d'encourager leurs adhérents à écrire leurs directives anticipées et désigner des personnes de confiance. Il y a aussi parfois il y a des actions publiques, des communications publiques, mais qui doivent être renouvelées, c'est clair, et que les médecins traitants, oui, en fait, c'est bien que plus souvent les médecins traitants en parlent avec leurs patients. D'ailleurs, si vous avez rédigé vos directives anticipées, il est vraiment conseillé de donner un exemplaire à votre médecin traitant qui pourrait être consulté, en plus de le mettre sur mon espace santé, où on peut trouver aussi les liens à l'intérieur du site Amélie. C'est vrai qu'il y a un pourcentage très très faible de la population française qui a rédigé ces directives anticipées. Il y a encore vraiment une grande marge de manœuvre et c'est aussi en organisant un webinaire comme celui d'aujourd'hui qu'on s'est dit que c'était important. Et dans la sélection de cette première situation, c'est de dire en fait on peut le faire aussi très jeune. Et effectivement, comme le disait Type, la situation de Vincent Lambert, c'était un jeune type. Il avait toute la vie devant lui, sauf qu'un jour, la vie décide que non. Et donc, on peut le faire quand on veut, c'est important d'en parler. On a l'habitude de dire que ça ne fait mourir personne d'avoir rédigé ces directives anticipées. Je le redis aujourd'hui, ça ne fait mourir personne. En fait, ça ne fait que aider tout le monde, les équipes soignantes et l'entourage pour dire, voilà, c'était ça qu'il souhaitait, et donc on va mettre en œuvre ce qu'il souhaitait vraiment pour sa vie, et ça c'est vraiment important. Merci pour ces éléments de réponse. Est-ce qu'il y a du coup une autre question? Il y en a une deuxième, effectivement, c'est dans la pratique, y a-t-il un équilibre entre la volonté de la personne via les directives anticipées et l'appréciation du collège de médecins?
je pense que la réponse vous revient naturellement. Alors, c'est vrai qu'il y a d'un côté ce que dit le législateur qui dit les directives anticipées, elles s'imposent à tout, elles s'imposent, et d'un autre côté, le collège, la concertation, elle est pluridisciplinaire, elle prend en compte l'état du patient, elle prend en compte les données de la science et elle s'impose aussi. Et en général, on essaie de faire coordonner au mieux les deux, c'est-à-dire que si la concertation pluridisciplinaire trouve qu'on est peut-être en situation d'obstination déraisonnable et que les directives anticipées de la personne disent moi, voilà, je ne m'imagine pas vivre lourdement handicapé, avec des séquelles importantes, je ne veux pas voilà, qu'on me maintienne en vie enfin je sais, voilà. Ça va dans le même sens, mais ça va faire pencher la balance. Voilà, ça va aider. Maintenant, quand il y a des discordances majeures, ça va être assez compliqué. Je pense que quand même, alors dans ces situations-là, c'est l'aspect non adapté à la situation qui va être retenu. Si le collège des médecins pense que la personne, ce que dit la personne ne correspond pas à l'état, ils doivent le notifier, préciser pourquoi ils n'ont pas suivi les directives anticipées. Donc, en gros, elles s'imposent, ces directives anticipées, mais le collège a une marge de possibilité de ne pas les respecter, mais pour ça, ils doivent justifier précisément, par écrit, dans le dossier, pour quelles raisons valables, ils ne les ont pas suivies. Et voilà, les raisons, il n'y en a pas beaucoup, hein, ça n'est pas adapté à la situation. Il y a des espoirs de survie importants et avec une qualité de vie suffisamment bonne. Voilà. Mais juste pour dire qu'il faut arriver à trouver le meilleur compromis, et qu'en cas de non-respect des directives anticipées, il faut le justifier de façon écrite et précise. Merci de cette précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Puisque le timing nous permet d'en prendre d'autres. On pourrait y en avoir une concernant les enfants malades. Est-ce que les parents peuvent écrire les directives anticipées de leur enfant? Mineurs. Actuellement, ce n'est pas prévu dans la législation qu'un parent puisse écrire des directives pour un enfant. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un peu dans des situations tragiques où un enfant a une maladie incurable et qui a une terrible souffrance et qui va mourir à court terme, en fait, les décisions sont prises plutôt de façon collégiale entre les parents, l'enfant et le corps médical. Voilà. Merci. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions supplémentaires, on peut passer à la deuxième situation. Donc la deuxième situation concerne un homme de 45 ans ayant la maladie de Charcot. Donc on a précisé quand même les termes de cette maladie. Donc une maladie neurodégénérative amenant à une paralysie physique progressive à l'issue fatale. Et ce monsieur donc écrit ses directives anticipées. Pourquoi il souhaite les écrire? Parce que bien sûr il a peur de ne pas pouvoir exprimer ses dernières volontés. Il a commencé à les écrire. Il écrit « Je souhaite être soulagé de toutes mes souffrances et je ne veux pas être mis sous assistance respiratoire ». Et il indique aussi que c'est l'occasion d'en parler avec ses proches. La question, j'interpelle du coup le docteur Malzac, vous en parlez tout à l'heure en introduction. Quand on commence à écrire en fait ces directives anticipées, on pense déjà à des termes, on les choisit. Vous parliez tout à l'heure d'obstination déraisonnable ou d'acharnement thérapeutique. On peut vouloir écrire, parler de la sédation profonde, d'un refus de traitement éventuellement. Voilà, qu'est-ce que peuvent signifier ces termes et qu'est-ce que ça peut aussi induire comme effet quand on les écrit dans ces directives anticipées. Alors pour l'obstination déraisonnable, c'est vrai qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Effectivement, on parlait avant d'acharnement thérapeutique. C'est défini très précisément. C'est le fait de pratiquer ou d'entreprendre des actes ou des traitements alors qu'ils apparaissent inutiles
disproportionnée ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Donc, à partir du moment où on a l'impression que la vie n'est maintenue que par des machines et qu'il n'y a plus, c'est disproportionné, ça n'est plus utile pour une vie digne et heureuse, on va commencer à s'interroger sur l'obstination déraisonnable. Et c'est dans ces moments-là, effectivement, qu'on peut être amené à réunir des groupes collégiaux pour essayer de voir comment faire, que faire. Alors, la sédation profonde, on dit parfois sédation profonde et continue jusqu'au décès. Ça consiste en l'administration de substances médicamenteuses qui vont entraîner un endormissement profond. Et cette sédation, elle peut être demandée par toute personne malade ou elle peut être faite aussi sur proposition médicale lorsqu'on arrive en toute fin de vie. Quand la personne arrive au terme de sa vie, on sait que dans les quelques jours qui viennent, les quelques semaines qui viennent, la personne va décéder de façon inéluctable. Et cette sédation elle est proposée afin de soulager des souffrances physiques ou morales fortes que la personne demande à ce qu'on les soulage. Donc, elle est associée à un traitement de la douleur, donc endormissement, traitement de la douleur et un arrêt de tous les autres traitements. Et cette sédation va être maintenue jusqu'au décès de la personne qui peut prendre quelques heures, quelques jours, quelques mois. Et le décès va survenir à un moment donné parce qu'il est inéluctable et on l'avait déjà anticipé. Et donc, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est un des droits que les patients ont de pouvoir bénéficier de ce temps-là d'apaisement, des souffrances et de perte de conscience, un endormissement de façon à entrer tout doucement dans la mort s'il le souhaite. Et puis, le dernier point, ça concernait le refus de traitement. On ne parle pas de refus de soins parce qu'on peut, on parle de refus de traitement, c'est-à-dire, alors là, on se réfère aussi à la loi, c'est un droit encore de refuser des traitements que tout patient a. La loi dit qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et que ce consentement peut être retiré à tout moment. Ça veut dire que toute personne doit accepter les traitements qu'on lui propose et elle peut, de ce fait, si elle ne les accepte pas, les refuser. Et c'est un droit qu'elle a, et même si pour les personnes, pour les soignants, ce refus leur paraît pas adapté ou peut-être choquant même parfois. Pour certains, ça pourrait être choquant de refuser des traitements qu'on propose. Alors, pour le dire autrement, toute personne majeure a le droit de refuser des traitements ou des investigations sans avoir à se justifier de quelque façon que ce soit. Le refus, pour pouvoir être accepté quand même, surtout quand il est considéré comme pas, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui aurait un cancer et qui pourrait quand même bénéficier de traitements certes lourds, mais avec des chances de survie peut-être, en tout cas estimées par les médecins qui refuseraient ces traitements. On ne va pas accéder à son refus d'emblée, on doit quand même le réinterroger. Ce refus doit être réitéré. Il ne doit pas être justifié, mais il doit être réitéré. Il faut que la personne le dise quand même une ou deux fois, 3 fois, sans trop traîner. Et ensuite, l'équipe médicale, si elle effectivement ne met pas en place, par exemple, cette chimiothérapie-là, elle va quand même continuer à apporter des soins et à accompagner la personne avec les soins nécessaires dont elle a besoin pour la soulager et pour lui permettre. Donc, il ne s'agit pas d'abandonner toute prise en charge. Et la personne va refuser certains traitements, mais elle ne refuse pas d'être accompagnée, d'être prise en charge médicalement, ça c'est important. Et donc, dans les directives anticipées, ces éléments-là peuvent être précisés, de dire, moi, quand ça sera la fin, j'aimerais pouvoir avoir une sédation. Moi, quand ça sera la fin, je ne souhaite pas qu'on me mette certains traitements qui pourraient me fatiguer énormément, coûter cher pour la société. Je ne sais pas, des personnes peuvent avoir aussi ces soucis-là, alors que ça n'a pas vraiment, ça va me faire gagner très peu de vie et ça va être lourd. Enfin voilà, chacun peut apprécier et indiquer sur ces directives anticipées ce qu'il souhaite à ce niveau-là, par rapport aux droits dont il dispose.
le choix des termes est très important. Du coup, quand on commence à les écrire, Gislund, qu'est-ce qu'on peut écrire en fait dans cette directive anticipée? Dr Malzac parlait voilà, de ce qui est possible légalement, mais D'accord. Je vais commencer avec quelques considérations générales et puis après je passerai au cas de celui qui a la maladie de Charcot. En fait, de façon générale, comme vient de dire le Dr Malzac, il est important de savoir qu'on a légalement le droit de refuser des traitements, mais on ne peut pas exiger des gestes illégaux. Par exemple, la législation actuelle ne donne pas le droit à l'euthanasie ni au suicide assisté. Néanmoins, on peut indiquer ses souhaits pour le cas où la loi change. Et le formulaire de la DMD des directives prévoit la possibilité d'un changement de loi. La loi actuelle, concernant la loi actuelle, la seule accélération du décès qui est permis, c'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc, on peut demander cette sédation dans ces directives anticipées, mais sachant, je répète encore qu'en fait, ce n'est possible que quand les médecins estiment que le patient va mourir à brève échéance, c'est-à-dire sous quelques heures ou quelques jours. Maintenant, je vais revenir à la situation de l'homme souffrant de la maladie de Charcot. Il faut savoir qu'il s'agit d'une maladie incurable, sans issue, qui peut perdurer plusieurs années. Les muscles du corps perdent progressivement leur force, ce qui entraîne une perte d'autonomie totale. La respiration devient de plus en plus difficile et à terme, le risque est de s'étouffer. Donc, dans ces directives, l'homme en question avec la maladie de Charcot pourra préciser s'il souhaite ou ne souhaite pas être branché à un appareil d'assistance respiratoire artificielle quand il arrive au stade où il ne peut pas respirer tout seul. S'il veut ou s'il ne veut pas être nourri artificiellement au moyen d'une sonde gastrique, s'il ne peut plus avaler. Être ou ne pas être hydraté artificiellement. Il pourra également préciser, s'il le désire, être mis ou pas sous dialyse rénale quand ses reins ne fonctionneront plus. Être réanimé ou pas si son cœur cesse de se battre. Être maintenu en vie ou pas s'il tombe dans un coma. Il pourra, comme je l'ai dit au début, il pourra également, comme tout le monde, il pourra également préciser s'il souhaite une sédation profonde et continue jusqu'au décès quand les médecins auront déclaré sa fin de vie suffisamment proche pour avoir le droit de le faire. De manière générale, tout le monde n'a pas besoin de mettre autant de précision dans ces directives. Une personne en bonne santé peut s'en tenir à des considérations beaucoup plus générales, comme par exemple demander que le soulagement des souffrances soit prioritaire au traitement ou demander à ne pas être maintenu en vie en cas de coma dont il est estimé qu'elle ne pourra pas sortir. Avant de rendre la parole, je tiens à vous signaler qu'à la fin de cette table ronde, il sera indiqué où trouver des guides de rédaction pour les directives anticipées, tant pour des personnes malades que pour des personnes en bonne santé. Merci. Merci. Laurent De Cropp, j'ai deux questions pour vous sur cette situation. Je vais d'abord poser la première et après je vous poserai la deuxième. Comment cet écrit, donc ces directives anticipées, peut permettre l'échange avec les soignants et les proches? Eh bien, après avoir évoqué les grands principes de ce que l'on souhaite, la rédaction des directives anticipées peut être un moment privilégié pour discuter avec son équipe de soins des différents scénarios qui peuvent se présenter. Lorsqu'on est porteur d'une maladie incurable, comme celle-ci, il est important d'ajuster autant que faire se peut, on le sait que ce n'est pas toujours évident, mais autant que faire se peut, ce que l'on souhaite, ce que l'on considère comme acceptable ou pas, pour sa vie, pour son autonomie. On peut parler, et j'aime bien cette expression, d'un projet de fin de vie. Alors l'expression n'est pas de moi, elle est d'un auteur, un jeune quadragénaire, Nicolas Menet, qui était atteint d'un cancer très agressif dans son livre « Faire le deuil de soi ». Et il a eu ce dialogue avec son équipe de soins en disant « Je veux faire un projet de fin de vie » et de
dire vraiment à son équipe, ben voilà, ce que l'on souhaite, ce qu'il souhaitait, demander comment va se dérouler l'évolution de sa maladie et de dire ce que l'on souhaite à son équipe de soins. Ça permet à l'équipe de soins d'être très ajustée au désir et à ce qu'on souhaite pour sa fin de vie. Dans le cadre d'une maladie incurable, le malade relève d'une sédation profonde et continue. Le docteur Malbach en a parlé. Mais quand la mettre en œuvre, quel est le moment où la vie qu'on mène reste acceptable ou pas? Ben c'est effectivement l'objet de cette discussion avec son équipe de soins. Et donc, les directives anticipées, la rédaction des directives anticipées peut être vraiment un moment privilégié de ce dialogue avec son équipe. Et avec les proches, amis, famille, c'est la même dynamique qui peut être mise en œuvre. C'est-à-dire que les directives anticipées sont une possibilité de dialogue sur ce que l'on souhaite ou pas, un temps pour dire ce qui est important pour soi, ce qui ne l'est pas. Quelle autonomie paraît intéressante à vivre et là où on ne souhaite plus continuer de vivre. Donc, voilà, les directives anticipées, ça peut être vraiment un outil de dialogue effectivement, avec son équipe de soins et avec son entourage. Cet outil est un outil de dialogue, mais c'est aussi un outil qui peut avoir une certaine contrainte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Voilà, on l'a dit plusieurs fois, les directives anticipées, elles s'imposent aux médecins pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement. Sauf, alors on le redit aussi parce que c'est important, en cas d'urgence vitale, en préparant, je me disais, un médecin qui prend en charge un patient sans connaître son dossier médical et qui va tout mettre en œuvre pour le sauver sans savoir qu'il est effectivement atteint d'une maladie incurable et donc il va traiter l'urgence vitale. Ou lorsque les directives anticipées apparaissent inappropriées ou non conformes à la situation. Alors, j'ai pris un exemple très trivial, mais quelqu'un qui dirait « je ne veux pas avoir de point de suture » et que 3 points de suture soient suffisants pour empêcher qu'il ait une gangrène. Voilà. J'ai pris évidemment des exemples assez simples, mais parce qu'ils sont aussi très éloignés de la situation de notre monsieur qui est porteur de la maladie de Charcot. Si dans ces directives anticipées, il a demandé qu'on ne le réanime pas alors que sa maladie est très avancée, on respectera sa décision. Et encore plus s'il a eu un dialogue avec son équipe de soins pour dire bah, à ce niveau-là, moi, ça ne m'intéresse plus, je ne veux pas continuer de vivre comme ça. Donc, les directives anticipées, elles s'imposent aux équipes soignantes. Je rappelle aussi, parce que c'est important, les choix qu'on fait dans ces directives anticipées, ils sont toujours modifiables. On peut les modifier autant de fois qu'on le souhaite pour s'adapter alors autant que faire se peut, je disais tout à l'heure, mais effectivement à la situation de l'évolution de la maladie incurable dont on est atteint. Merci. Pour cette situation, est-ce que la régie peut nous dire les questions du public? Alors, il y en a eu quelques-unes, donc notamment une question sur la différence concrète entre sédation profonde et suicide assisté. Qui souhaiterait répondre? En fait, ça peut être 2 personnes qui peuvent répondre. Hein. Oui. Vous pouvez compléter l'un ou l'autre. D'accord. En fait, le suicide, bon, le suicide assisté, c'est quand une personne demande une aide à mourir et un médecin ou un soignant ou une association, selon les pays, selon les pratiques, fournit les moyens aux patients de mettre fin à sa vie. Donc, ça va généralement être un produit à boire qui va mettre fin à sa vie ou un produit qui s'injecte lui-même ou il déclenche le mécanisme de perfusion pour mettre fin à sa vie. Donc, dans le suicide assisté, c'est vraiment le patient qui procède au geste qui va mettre fin à sa vie. Dans une sédation profonde et continue jusqu'au décès,
là, c'est forcément un médecin qui va entamer la procédure. Et il faut dire encore une fois que cette procédure de sédation profonde et continue jusqu'au décès ne peut s'appliquer vraiment à quelques heures ou quelques jours de son décès, ou quand on prévoit son décès à quelques jours, tandis qu'une suicide assisté peut s'appliquer bien plus en amont. Donc, même, par exemple, si je prends le cas de l'homme avec la maladie de Charcot, lui, s'il choisit une suicide assistée qui n'est pas légale en France, mais si, par exemple, il va en Suisse pour une suicide assistée, il peut faire ça même si les médecins ne savent pas s'il va durer encore 1 an ou 2 ans. Il aura droit parce que c'est une maladie incurable et de toute façon, il va mourir et s'il se dit qu'il souffre assez, ça va être permis. La sédation profonde pour cette personne va pouvoir s'appliquer seulement quand il est vraiment en fin de vie. Oui, je rajouterais que dans le suicide assisté, la substance qui est donnée pour le suicide, elle est immédiatement mortelle. Alors que dans la sédation profonde et continue, c'est une sédation, donc une sorte d'anesthésie, on soulage les douleurs et on ne poursuit plus les traitements. Et comme la personne est en train de mourir, elle va mourir avec la conscience, voilà, elle n'a plus conscience, elle ne voit pas son agonie et elle ne souffre pas physiquement. Mais voilà, on accompagne, disons, la mort, alors que dans le suicide, on donne à la personne le moyen de se tuer, enfin de se suicider. Voilà. C'est Effectivement, il y a un problème d'intention, quoi. Pas que d'intention aussi de mais effectivement, sur le temps, le suicide assisté, normalement, c'était la mort immédiatement, tandis qu'avec une sédation profonde et continue, la mort peut arriver très très vite, comme elle peut prendre quelques jours ou même 10 jours, jusqu'à 10 jours, je crois, peut-être même un peu plus. Nathalie, Laurent, est-ce que vous souhaitiez rajouter? Non, mais c'était l'intention, en fait, pour moi, la grande différence, c'était dans le suicide assisté, il y a l'intention, effectivement, de la mort, alors que dans la sédation profonde et continue, l'intention est d'abréger les souffrances, et pas directement, mais c'est en fait ce que dit le Dr Bazin par rapport au produit. Le produit n'agit pas de la même manière, donc l'intention n'est pas exactement la même. Ouais. Il y a juste peut-être une autre précision pour la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Évidemment, quand on le met en place, on enlève tout ce qui garde la personne en vie. Donc, généralement, c'est une personne qui est en train d'être nourrie artificiellement, hydratée artificiellement. Et le protocole actuel, c'est qu'on enlève tous ces moyens qui gardent la personne en vie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a une autre question, notamment pour savoir si les directives anticipées peuvent figurer sur le compte Amélie ou sur le dossier médical partagé. Alors oui, même c'est conseillé quand elles sont rédigées de les mettre dans ces documents-là qui sont accessibles aux équipes soignantes. Voilà, donc il y a mon espace santé, qui est cet espace où l'ensemble des documents, quand il est ouvert, quand vous l'avez ouvert, l'ensemble de vos documents médicaux sont envoyés directement par tous les services que vous consultez, aussi bien les services hospitaliers que les libéraux d'ailleurs. Et puis, vous pouvez aussi rajouter des documents dans celui-ci. Et puis, à l'hôpital, dans le dossier patient partagé, par exemple à la PHM, si la personne, donc dès l'entrée, de la même manière que l'on demande aux personnes si elles souhaitent, si elles connaissent les directives anticipées, si elles en ont, on leur propose de les faire figurer dans leur dossier de façon à ce qu'elles soient trouvées rapidement dans ce dossier partagé de l'établissement. La personne qui a posé la question a parlé de dossier médical partagé, je crois. En fait, ce dossier médical partagé a été remplacé par mon espace santé. Si une personne a déjà rempli un dossier médical partagé, c'est transféré automatiquement dans son espace santé. Mais par contre, il faut quand même que l'individu
ouvre son espace santé, on peut le trouver, comment le faire dans le site Amélie. Et voilà, mais la personne, toute personne doit l'ouvrir avant que ça soit actif. Et une fois que c'est ouvert, on peut télécharger ces directives anticipées sur le site directement. Les modifier, apporter des compléments, des précisions. Chaque fois que si on les modifie, on peut supprimer la version précédente et remettre la nouvelle version, ou tout simplement mettre la nouvelle version qui apparaîtra comme tout est daté. Mais il vaut mieux enlever l'ancien quand même. Oui. Pour précision, mon espace santé a été ouvert à tout le monde. Hein. Voilà, vous pouvez Tout le monde, retrouver- avec toute personne qui a un numéro de sécurité sociale. Et qui ne s'y est pas Et qui opposé. s'est pas opposé. Voilà, ça, et c'est à chaque usager, bien sûr, d'aller l'alimenter et d'aller ouvrir les droits, etc. et remplir au maximum les informations dessus. Si vous avez des questions par rapport à mon espace santé, n'hésitez pas à interpeller France Asso Santé PACA. En plus, on pourra vous aiguiller là-dessus. Est-ce qu'il y a une autre question du public? Non? Pas pour l'instant. Est-ce que vous aviez des compléments, les intervenants, sur cette situation à aborder, ou on peut passer à la troisième situation? C'est bon, on peut passer à la troisième situation, donc qui est là la situation d'une femme âgée de 94 ans, donc beaucoup plus âgée. Par contre, cette personne ne souhaite pas écrire ses directives anticipées, elle vit certes à domicile. D'après elle, en fait, elle ne veut pas les écrire parce qu'elle estime qu'il n'y a aucune utilité à son âge de les écrire. Elle se méfie de ce que signifie une telle démarche aussi, et elle ne veut pas se confronter à l'idée de sa mort. Pour cette situation, Nathalie Gorin, vous êtes à l'association des petits frères des pauvres, vous êtes en lien souvent avec ce type de public, personnes âgées et pourtant des fois isolées. Quel sera le rôle et la place de la personne de confiance dans cette situation et qui peut le devenir? Et deuxième question qui est très en lien, c'est comment on peut porter la voix du libre choix de la personne qui ne souhaite pas écrire ses directives anticipées. Vraiment la place de la personne de confiance là-dessus. Donc, on l'a déjà dit tout à l'heure en introduction, le statut de la personne de confiance fait référence à deux valeurs fondamentales, la dignité de la personne et le maintien de son autonomie, c'est-à-dire sa capacité de décider jusqu'au bout. C'est une mesure légale qui permet à toute personne majeure donc, de désigner une personne qui va être habilitée à être informée, consultée, lorsque la personne qui les a écrites n'est plus en capacité d'exprimer sa volonté. C'est toujours une personne physique et non une association. C'est une personne propre, un engagement personnel qui est pris. La personne de confiance donc, va s'exprimer au nom de la personne et non pas en son nom propre, même si parfois les décisions sont contraires à sa décision, à son avis, son propre avis. Elle n'a pas pouvoir de décision et ne peut pas se substituer à la personne qui a exprimé ses volontés. Si la personne le souhaite, la personne de confiance peut aussi l'accompagner dans ses démarches. Donc là, c'est intéressant pour cette dame âgée qui ne veut pas exprimer ses directives anticipées. Voilà, la personne de confiance va pouvoir l'accompagner à des rendez-vous médicaux et effectivement assister à des entretiens avec les professionnels, peut-être la conseiller, l'informer en fonction de son état de santé et l'aider aussi à prendre des décisions si elle ne veut pas les écrire. Elle peut aussi, donc du coup, la personne de confiance entre dans le secret médical partagé avec le médecin dans ce cas-là. Et alors la personne de confiance, dans ce cas-là, si la personne a nommé une personne de confiance, elle va être désignée, donc comme on l'a dit au début, avec un document qui va être signé par les deux parties. Et il ne faut pas confondre avec ce que confond souvent à l'entrée de l'hôpital. On peut nous demander de noter la personne à prévenir. Voilà. Donc c'est pas forcément la même personne. C'est juste une personne à prévenir et c'est pas la personne qui va être contactée en cas de décision importante à prendre. Dans le cas de la personne de confiance, il faut qu'il y ait vraiment une relation de confiance
établi entre les deux personnes. C'est pas parce qu'il y a une relation de confiance qu'on va être automatiquement cette personne désignée par cette dame, par exemple, âgée. Donc, il faut faire attention aux termes qu'on emploie. Il faut que la personne connaisse vraiment la personne pour qui on va parler, puisqu'on va parler en son nom. Donc, il faut vraiment être vraiment en relation proche avec cette personne, comme on le disait tout à l'heure, pour pouvoir vraiment porter sa voix en fonction des décisions qui pourraient être prises, puisqu'elle ne pourra pas elle-même s'exprimer. Alors nous, dans l'association, on a tout un document, parce que souvent les bénévoles, les personnes, qui sont des personnes isolées, elles s'adressent aux bénévoles et elles demandent aux bénévoles d'être personnes de confiance. Donc effectivement, on incite les bénévoles avant de dire oui de façon implicite, parce que la générosité est là, parce qu'en fait c'est un engagement important qui est pris. Et donc avant d'accepter, on demande aux personnes de se poser quelques questions. Déjà au sujet de ses motivations et de sa disponibilité. Est-ce que vraiment, émotionnellement, on va pouvoir porter la parole de la personne? Est-ce qu'on va pouvoir l'assister quand elle ne pourra plus exprimer sa volonté? Des questions aussi qu'il est important de ce sujet aussi, au sujet de sa relation. Est-ce qu'on connaît vraiment les peurs, les souhaits, les croyances de la personne? Et est-ce que je vais être capable de communiquer des demandes qui n'iraient pas en mon sens? Parce que c'est bien au nom de la personne qu'on parle. Alors voilà, c'est une place très importante et que c'est vraiment un engagement personnel qu'on prend quand on est personne de confiance. J'ai fait le tour de la question, je crois. Sinon, les autres intervenants pourront compléter. Je vais juste rajouter une petite précision. Légalement, la personne de confiance peut porter la parole de la personne qu'elle représente. Automatiquement, quand la personne qu'elle représente ne peut plus s'exprimer. Quand la personne, quand le malade ou le patient peut encore s'exprimer, elle peut demander que la personne de confiance l'assiste dans les démarches, mais par contre, il faut donner une autorisation écrite pour que ça puisse se faire. Mais effectivement, donc une personne qui peut encore s'exprimer peut demander que sa personne de confiance l'accompagne dans certains entretiens avec le corps médical, mais il faut qu'il y ait une autorisation écrite pour ça, une demande écrite. Si moi, je me trompe pas. j'ajouterais aussi, parce que je trouve que vos questions sont super pertinentes, j'ajouterais juste une dimension d'avoir le courage, quelquefois, de résister à la pression de l'extérieur quand on est personne de confiance et que à côté, on peut avoir la pression de famille, de gens qui vont venir. Et je pense qu'un petit critère supplémentaire que j'ajouterais, c'est d'avoir la stature nécessaire pour pouvoir dire non, moi je suis la personne de confiance et j'ai discuté et voilà ce qu'elle souhaitait, voilà, et je porte cette parole et pouvoir la tenir contre quelquefois des forces contraires. Après, c'est l'agent médical qui va décider. C'est une question, en fait. Alors là, dans cette situation, la personne ne souhaite pas écrire ses directives anticipées. Il n'y a rien d'écrit, peut-être une personne de confiance, mais dans cette situation, qu'est-ce que ça implique tant pour les proches que pour le corps médical et soignant? Alors, quand il n'y a pas de directive anticipée, ce qui est souvent le cas, on l'a vu, aujourd'hui, peu de personnes ont rédigé leurs directives anticipées. Lorsque les professionnels vont se retrouver à devoir soigner une personne qui n'est plus en capacité de s'exprimer, par exemple, elle est dans le coma, elle a perdu toutes ses capacités cognitives, comme dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, il va leur manquer des éléments, en tout cas les éléments qui seraient le témoignage de ce que la personne aurait voulu.
puisque voilà, il va leur manquer ces éléments écrits qui auraient pu être présents à travers ces directives anticipées, qui prennent leurs décisions, donc ils vont quand même les mettre en œuvre, évidemment, avec la réunion collégiale et en informant les proches et la famille, mais ne pourront pas avoir un témoignage direct à travers ces directives anticipées de ce que la personne aurait voulu, puisqu'elle l'aurait rédigé elle-même, elle aurait précisé avec les mots choisis ce qu'elle souhaite. Alors dans ce cas-là, effectivement, ils vont chercher s'il y a une personne de confiance, et il faut vraiment que ce soit une personne de confiance désignée en tant que telle et avec tous les éléments qui ont été précisés, c'est-à-dire correctement désignée, qui était informée de ce rôle, qui ne parle pas, qui parle bien au nom du patient, parce qu'elle a pu discuter avec le patient, avec cette personne-là, mais pas à sa place, mais pas dire ce qu'elle veut. Elle, je suis la personne de confiance et moi, je pense qu'il faudrait faire ceci ou cela. C'est après en avoir discuté avec ma fille, avec mon frère, avec mon ami, avec mon patient. Si c'est un généraliste, on en avait parlé et dans cette situation, il me semble qu'il aurait voulu ceci ou cela. Donc ça, c'est vraiment le rôle de la personne de confiance. Et donc, si on n'a pas de directive anticipée, la deuxième possibilité, c'est de se retourner vers une personne de confiance qui aurait été correctement désignée et faire attention que ce ne soit pas la personne, l'approche, l'aidant qui s'auto-désigne comme personne de confiance interne qui n'est pas toujours très bien connue de tout le monde. Et donc, parfois, quand on dit qui est la personne de confiance, quelqu'un va dire c'est moi la personne de confiance, je suis toujours avec elle, je l'accompagne, je suis son mari. Voilà. Donc, vraiment, que ça soit bien cette personne reconnue comme telle et qui a pris le temps de discuter avec la personne qui n'est plus en capacité de s'exprimer. Et s'il n'y a ni l'un ni l'autre, conforter cet avis, mais parfois il y a des désaccords avec l'avis de la procédure, enfin les médecins qui ont fait la procédure collégiale, ou parfois, encore plus compliqué, il y a des désaccords entre les membres de la famille. Et donc dans ce cas-là, ça complique beaucoup la décision parce que comment on fait? On n'a pas de témoignage direct, on n'a plus que position et parfois ça peut créer des conflits complexes et qui vont retarder, rendre plus difficile la décision. Et puis pour les membres de la famille eux-mêmes, le fait que leurs proches aient pu s'exprimer clairement, soit à travers des directives anticipées, soit par le biais d'une personne de confiance reconnue de tous, comme vous dites, qui a vraiment, qui est effectivement reconnue par les autres comme la personne de confiance et qu'on va écouter en premier. Et les autres membres de la famille peuvent être soulagés de décisions difficiles, d'une certaine culpabilité, si on les implique dans la décision d'arrêter des traitements par exemple, ou d'un risque de conflit entre eux, de désaccord, de réactiver des conflits autres à travers ces décisions complexes. Donc voilà, c'est aussi pour la paix des familles que ces outils existent aussi, en plus de respecter au maximum la volonté de la personne qui n'est plus là pour dire ce qu'elle souhaite, qui n'est plus en capacité de le dire. Donc au total, et comme dit précédemment, pour les prises de décision difficiles, lorsque la personne est inconsciente, le médecin va d'abord tenir compte des directives anticipées, puis du témoignage de la personne de confiance et en dernier lieu de l'avis de la famille et des proches. Et avec tous ces éléments-là, en espérant qu'ils soient concordants, avec une hiérarchie dans ces éléments-là, ils vont pouvoir finaliser la décision prise collégialement. Laurent Decroft, j'aurais la dernière question sur cette situation à vous poser. On en a beaucoup discuté sur la préparation de ce webinaire et en effet, quelles sont les différentes dimensions à prendre en compte à la fin de la vie? Alors, quand on aborde les directives anticipées, on parle essentiellement des dimensions médicales, et c'est normal, parce que la loi, elle est faite pour ça, et pour vraiment
dire ce qu'on souhaite au niveau médical. Mais moi, je voudrais aussi parler d'autres dimensions liées à la maladie et au décès et à la fin de vie. Alors, je vais vous citer quelques questions comme ça, mais souhaite-t-on que tout le monde ait accès à sa chambre de malade? Souhaite-t-on la présence d'un homme, d'une femme de Dieu, suivant ses croyances? Que souhaite-t-on comme célébration après la mort? Y a-t-il des personnes à prévenir de son décès, dont on souhaiterait qu'elles sachent que vous êtes décédé? A-t-on un lieu de prédilection pour être enterré? Souhaite-t-on être incinéré ou enterré? Comment souhaite-t-on être vêtu après sa mort? Alors, j'ai pris des questions évidemment qui partent un peu dans tous les sens, mais ce sont que des exemples. Et en fait, jusqu'à la mort, accompagner la vie, on a édité un petit, alors je ne sais pas si ça apparaît très clairement, mais je pense que Laura a un petit document sur On le mettra, voilà. sur le site. En fait, jusqu'à la mort, accompagner la vie a édité un petit jeu, donc celui-là, qui s'appelle À vos souhaits. Et en fait, à vos souhaits, ça permet d'aborder, alors c'est plein de petites cartes, voilà, je les montre pour que plein de petites, en fait, qui permettent d'aborder des tas de sujets différents, autres que le soin. Vraiment, dans des choses beaucoup plus, qui ne sont pas médicales, en fait. Et c'est bon de se poser ces questions, de prioriser. Et c'est intéressant même de le faire une fois, un jour, et puis de le reprendre les petites cartes. Et puis ce que je peux faire, c'est que lorsque toutes ces autres dimensions ont été abordées, soit dans les directives anticipées, on peut rajouter, hein, il y a l'aspect médical, mais on peut ajouter. Je souhaite être incinéré, je souhaite être enterré, je souhaite ci ou ça. Ce qui est certain, et ça c'est un vrai témoignage que je vais apporter, c'est que ça aide énormément l'entourage au moment de la fin de vie et du décès. Et que ces questions-là, elles sont, alors, pas directement liées aux directives anticipées, mais à cet état dans lequel on rentre lorsqu'on est malade, l'accès à sa chambre, par exemple, qui était ma première question. Est-ce qu'on souhaite que tout le monde, c'est une des cartes du jeu, c'est est-ce qu'on souhaite que tout le monde ait accès à sa chambre de malade, donc à une vision de soi qui est un peu, qui n'est pas automatiquement la plus belle. Ben, ça, c'est une question à se poser, en dire ben oui ou non, je ne souhaite pas. Et donc, c'est toutes ces questions-là qui sont intéressantes aussi. Alors, encore une fois, c'est un peu annexe par rapport aux directives anticipées, hein, parce qu'on n'est pas dans le soin et dans des choses, ça ne s'imposera pas à l'équipe médicale. Mais c'est vraiment intéressant de profiter de ce moment-là pour se poser ces questions. Et encore une fois, alors je fais de la pub façon éhontée pour notre jeu de cartes, mais c'est un bon moyen de se poser des tas de questions très diverses sur la fin de vie, sa fin de vie, et ce qu'on souhaite après, même après sa mort. Merci pour cet élargissement de sujets, de dimensions. Est-ce qu'il y a des questions au niveau du public? Alors, on en a une, notamment, est-ce qu'une bénévole qui accompagne des personnes en EHPAD peut devenir leur personne de confiance? Si elles ont vraiment une relation proche, parce qu'en fait, le fait d'être personne de confiance, forcément, on est obligé d'avoir énormément d'écoute, de présence auprès de la personne, parce qu'il faut la connaître. Donc, oui. Enfin, moi, je dirais oui, mais c'est la personne, c'est les deux personnes à décider elles-mêmes sur est-ce qu'elles sont prêtes à aller jusque-là. Il n'y a pas de contre-indication. Puisque tout le monde peut être personne de confiance. Vous pouvez être personne de confiance de votre voisine. Voilà. Même si la voisine a des enfants, si on est vraiment proche de sa voisine et qu'on a vraiment une relation de proximité, on va pouvoir parler en son nom.
à la place des enfants, qui eux, peut-être, justement, vont être sous les émotions, la perte de leurs proches aussi. Merci Nathalie. Donc on a une autre question. Donc la plupart des patients hospitalisés interrogés déclarent de ne pas savoir qu'ils ont la possibilité de désigner une personne de confiance et de rédiger leur directive anticipée. Pourtant, la plupart des établissements satisfont bien à cette obligation d'information. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors moi, je peux répondre parce que je suis représentant des usagers dans plusieurs établissements en PACA. En fait, dans tous les livrets d'accueil, c'est indiqué. Simplement, peu de patients lisent les livrets d'accueil complètement. Et c'est très compliqué. Et c'est vrai que pour les équipes, c'est un peu compliqué toujours pour les équipes soignantes quand vous arrivez pour une opération plus ou moins importante, pour un traitement plus ou moins important, de dire est-ce que vous avez rédigé votre directive anticipée? Donc ça veut dire hop, allumer une petite lumière là dans la tête du patient. Oh là, peut-être qu'il est en train de me dire que je vais peut-être mourir, que ça peut peut-être être la fin de ma vie. Et donc ça peut être anxiogène. Et donc les équipes alors elles posent la question dans tous les établissements parce que c'est quelque chose qui est à comptabiliser et à vérifier et qui est vérifié par les experts visiteurs. Est-ce que l'information a bien été donnée? Mais elle est donnée au milieu de plein d'informations et donc c'est compliqué. Moi, je rajouterais que je pense qu'on ne peut pas négliger, c'est peut-être une limite de ces outils, hein, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas essayer de les développer, le fait qu'aucun d'entre nous, très peu d'entre nous, ont envie de regarder leur mort en face et que c'est pas si simple que ça de décréter maintenant on va rédiger des directives anticipées, dire comment je voudrais que ça se passe, qu'est-ce que je souhaite, comment, enfin voilà, il y a aussi une sorte de déni ou en tout cas d'aveuglement et peut-être que voilà, on n'a pas trop envie d'écouter ou d'entendre des informations concernant ces questions-là, ni même de les lire. Il y a une sorte de résistance quand même individuelle et collective et parce que la question de la mort, de notre regard individuel et sociétal sur la mort reste encore quelque chose de difficile et ça, probablement que c'est des choses qui peuvent évoluer l'un et dans l'autre, quoi. L'évolution, la possibilité de parler plus facilement de sa mort permettra plus facilement que les personnes chacun puisse rédiger ses directives anticipées et qu'il y ait des pionniers qui commencent à rédiger leurs directives anticipées, qui en parlent autour d'eux, pourra peut-être aider à parler plus facilement de la question de la mort, de façon moins complexée et que voilà, c'est un mouvement, ça prend du temps, c'est pas des choses, des évolutions sociétales qui se font en 5 minutes parce que le législateur ou quelques députés ont décidé de le mettre. Il faut du temps, mais à partir du moment où ça existe, où on en parle, petit à petit, il y a des appropriations et puis peut-être il y a des questions générationnelles. Hein, les personnes très âgées aujourd'hui n'ont pas vécu dans la même société où l'autonomie, décider pour soi-même, était aussi important que ça. Il y a des personnes très âgées des femmes en particulier, qui sont nées à une époque où elles n'avaient même pas le droit de vote, où elles décidaient de rien dans leur vie, et puis soudain on leur demande de décider comment elles veulent mourir. C'est pas si simple que ça. Peut-être les jeunes générations qui sont plus dans un monde où l'autonomie est mise en avant seront plus sensibles et plus capables de le faire. Donc voilà, je crois qu'on est dans une évolution. Pour rebondir, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Je me dis, plus on abordera la question jeune, plus on la sort de situations anxiogènes, de maladies, de choses comme ça, plus si on pouvait engager à 20-25 ans un dialogue sur qu'est-ce qui est important pour nous, quelles sont les valeurs auxquelles je crois et tout, et qu'on puisse les consigner dans des directives anticipées. En fait, ça permet d'aider les équipes soignantes, ceux qui restent, à l'instant T où la vie effectivement peut être mise en cause. Pour reprendre l'exemple de Kik sur Vincent Lambert, accident de moto, pouf, voilà, il est dans le coma et il en avait parlé, mais il n'avait rien écrit. On aurait économisé 6 ans de
débats judiciaires très douloureux pour tout le monde, en fait, pour les équipes soignantes, pour la famille, qui s'est en plus déchirée autour de cette question. Et donc, je me dis toujours, il faut se poser la question le plus tôt possible pour que voilà, ce soit tellement déconnecté de la mort que finalement, ce soit plus facile à aborder. Mais... Nathalie, je voudrais rajouter juste, pour pouvoir en parler, il faut que, pour pouvoir en parler avec quelqu'un, il faut d'abord être à l'aise soi-même avec le sujet. C'est-à-dire que si voilà, quelqu'un nous demande, aide-moi à faire mes directives anticipées, si je ne suis pas moi-même à l'aise avec ce sujet-là, ça va être très compliqué. Il faut plutôt réorienter la personne vers un médecin, un infirmier. C'est vrai que c'est des sujets qui sont tabous encore pour beaucoup de personnes. Et du coup, il faut pouvoir soi-même se les approprier pour pouvoir échanger avec l'autre. Et en fait, pour aider à ça, parce que c'est vrai, ça peut sembler très très compliqué, on peut avoir des réticences, ça vaut le coup de passer un peu de temps à lire les guides qui vont être indiqués à la fin de la séance, les guides et les formulaires, parce que une fois qu'on les lit, j'espère qu'on se rendra compte que c'est pas aussi compliqué, si compliqué que ça. Et on peut, comme j'ai dit, bon, si on n'a pas une maladie grave et incurable, on peut rester assez général dans ces directives anticipées. On n'a pas besoin de cocher 1000 cases, on n'a jamais 1000 cases à cocher, mais cocher une dizaine de cases. Voilà. Je peux témoigner aussi vraiment un témoignage où, après une formation sur les directives anticipées, une participante nous avait dit, en fait, j'ai passé 2 heures avec mon mari à discuter, parce que j'avais fait la formation. Je lui ai dit, j'ai fait une formation sur les directives anticipées, j'aimerais bien qu'on en parle. Et elle nous a dit, on s'est pris des petits gâteaux, on a bu du thé, et on a échangé sur plein de choses. On savait plus ou moins, mais à la fin de l'après-midi, ils avaient rédigé leur directive anticipée. Et alors c'est moi qui le qualifie, mais tel qu'elle le racontait, c'était presque ludique. C'était un moment d'échange profond. Et une fois qu'ils avaient rédigé leurs directives anticipées à l'un et à l'autre, ils en ont parlé à leurs enfants. En disant, voilà, on voulait vous dire que... Et c'est aussi un témoignage, alors il n'est pas universel, mais j'avais trouvé ça vraiment intéressant, de se dire que ça peut être un vrai moment de dialogue profond sur les grandes valeurs de la vie qu'on souhaite, et voilà, c'était aussi un témoignage après une formation. Il y avait encore 2 questions que le public a souhaité vous poser. Donc, c'était où écrit-on finalement les questions non médicales qui sont très essentielles? On peut l'annexer aux directives anticipées. On peut alors évidemment, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est pas totalement dans le même registre, mais dans les directives anticipées, si à la fin on dit je souhaite être enterré à tel endroit, je souhaite qu'on prétienne un tel, je souhaite être incinéré, en fait rien n'empêche. Le document principal, il est très médical, mais prévu. Donc, toutes ces autres questions, elles peuvent être une annexe. Alors, effectivement, c'est quand même qu'une annexe. On peut faire un contrat obsèque après pour tout ce qui Alors, concerne ces ça aussi, obsèques. bien sûr, je n'ai pas pensé aux Ou le confier à la personne de confiance. Tout à fait. Ou tout simplement le donner à ses proches. Oui, le dire à ses proches. Ses parents, voilà. Le dire autour de soi, en fait. Au plus on communique sur ces sujets-là, au plus notre parole pourra être portée. Oui, et on a plein de témoignages de gens qui avaient des souhaits très particuliers pour leur fin de vie et qui n'ont pas été respectés, simplement parce que personne ne les connaissait. Et ça, c'est vraiment très dommage. Et c'est, voilà, on peut vraiment se prémunir de ces choses-là. Et encore une fois, ça fait mourir personne. Enfin, moi, j'insiste là-dessus, mais c'est pas parce qu'on a prévu tout ça qu'on se dit je vais mourir la semaine prochaine. Non.
ça peut être des années auparavant, et c'est juste. Et simplement, vraiment, j'insiste là-dessus, ça aide énormément aux entourages. Parce que le jour J, quand on est pris dans l'émotion du départ de quelqu'un, en fait, il y a beaucoup de questions à se poser. Lorsqu'on sait ce que la personne souhaitait, ça simplifie énormément les choses. Et on peut vraiment anticiper beaucoup de questions. Nous avions une dernière question, c'est comment prendre en compte les volontés d'une personne qui est sous protection juridique, tutelle ou curatelle qu'on a abordé en introduction. Alors, les personnes sous protection juridique, elles ont le droit de rédiger leur directive anticipée, de désigner une personne de confiance. Ça fait partie des droits personnels, donc c'est pas le tuteur qui le fait à la place d'eux. Mais bien sûr, comme elles sont sous protection, elles doivent aussi être accompagnées pour le faire. Donc, elles le font avec l'accord ou du juge des tutelles ou du conseil de famille. Et il ne faut pas que ce soit des directives anticipées qui soient rédigées par le tuteur ou même avec le tuteur parce qu'il y a un lien d'interdépendance entre eux. Donc, ça va être fait avec un accompagnement, avec l'accord du juge des tutelles ou du conseil de famille, et la personne va pouvoir être aidée, comme toute personne d'ailleurs peut être aidée, même si on n'est pas sous protection, on peut être aidé, souvent on a besoin d'être aidé pour les rédiger. Voilà. Donc c'est un document qui est aussi valable pour les personnes sous protection juridique. Et c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. Avec des témoins aussi. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Vous souhaitiez juste une autre part, j'avais parlé des documents qui sont disponibles sur les sites internet où on peut des guides qui peuvent aider. Mais il y a aussi, je ne sais pas si c'est le seul, mais l'ADMD a aussi un numéro d'écoute qu'on peut appeler pour parler avec des personnes. Si on veut parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec une personne sur un ton anonyme, ils peuvent aussi guider et expliquer des choses. Mais il y a plusieurs lignes, la Haute Autorité de Santé. Non, mais moi, là, c'est une ligne. Là, c'est des documents écrits. Moi, je parlais aussi, on doit pouvoir parler, avoir un dialogue. Oui, est-ce que, au niveau des intervenants, est-ce que vous aviez d'autres points à apporter avant qu'on conclue ce webinaire Non, je pense que voilà, pour les situations, on avait abordé le maximum de questions qu'on pouvait se poser. Ce qu'on a pu voir, et donc pour conclure ce webinaire, c'est que nos échanges ont permis de s'apercevoir que certes les directives anticipées et la personne de confiance sont des outils qui sont à notre disposition, qui ne sont pas figés dans le temps, que ça peut évoluer bien sûr tout au long de notre vie, de l'évolution du système de santé aussi, de l'évolution de la loi, et que ce qui est le plus important aussi, c'est de communiquer avec ses proches et la personne de confiance et les professionnels soignants pour vraiment apporter de la complémentarité, de la vie en fait à cet outil qui est à disposition. Et c'est important, et je pense que vous l'aurez compris, qu'il faut parler de cet outil et le faire connaître au maximum de personnes, et qu'on espère que ce webinaire a pu vous apporter certains éléments de réponse à vos questionnements. Plusieurs outils, on en a parlé tout au long du webinaire, plusieurs outils sont à disposition et seront en lien, on mettra les liens sur notre site internet. Donc il y a le jeu de cartes à vos souhaits de l'association Jalmal, il y a le formulaire de la DMD qu'on mettra en lien aussi, il y a des éléments en documents faciles à lire, à comprendre, de santé BD qui peuvent être aussi utiles pour le public pour mieux comprendre les directives anticipées. Nous avons aussi indiqué le numéro d'écoute qui est disponible, et l'association des petits frères des pauvres a fait aussi une note éthique sur la personne de confiance qui est très utile aussi pour en savoir plus. Et voilà, tous ces éléments seront en lien sur notre site internet. Vous allez recevoir le replay de ce webinaire et il sera disponible aussi sur notre site. Je tiens à remercier l'Espace Éthique pour leur accueil aujourd'hui. Je remercie aussi la régie qui était disponible et l'équipe de France Asso Santé PACA qui veut rester discrète.
et clin d'œil. Et bien sûr, tous les intervenants ici présents avec qui vraiment on a eu plaisir à préparer tout ce webinaire. Nous-mêmes, on a beaucoup appris et je remercie pour tous ces échanges qu'on mettra à disposition de tout le monde. Et bien sûr, les participants pour leurs questions qui ont permis encore d'approfondir. Et je vous souhaite bien sûr une bonne fin de journée européenne de nos droits en santé et une bonne fin de semaine. À bientôt, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt, au revoir.